souhaite la bienvenue à cette 4e édition des Journées SQL Server. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont assisté aux éditions précédentes? Est-ce que c'est la première fois? Oui, il y a pas mal de monde qui revient. Il y en a certains pour qui c'est la première fois. C'est à peu près moitié-moitié. Okay. C'est déjà la 4e édition. Et à ce titre, on remercie nos sponsors, sans qui on ne pourrait pas le faire toutes ces années consécutives. Vous présenter des sujets un petit peu originaux sur cet événement majeur, parce que globalement, avec les SQL Saturdays depuis 2 ans, les journées SQL, c'est un peu le seul événement fédérateur en France sur SQL Server. Donc on espère que ça va durer aussi dans le temps. Je profite aussi, par rapport à ce que disait Jean-Pierre ce matin à la keynote, pour remercier aussi l'organisation du GUS, sans qui cet événement ne serait pas non plus possible. Donc il y a aussi un gros travail d'organisation de leur côté pour trouver les partenaires, pour faire la com, pour organiser toute la partie logistique et pour nous permettre à nous, speakers, de pouvoir s'exprimer et vous proposer des sujets. Donc merci à nos partenaires, merci au GUS. Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure pendant la keynote, en fait, c'est vrai que c'est important de remplir les évaluations, c'est important, surtout pour nous, pour savoir ce que vous en avez pensé, mais c'est aussi important pour vous, est-ce que ça nous permet de recentrer après les sujets qui vous intéressent, savoir si ce qu'on vous a proposé c'était pertinent et préparer un peu plus sereinement l'année suivante, en fait. Et en plus, on peut gagner des cadeaux, donc voilà, vous avez une URL. Choisissez bien votre journée, par contre, en fonction des sessions que vous avez vues, et puis ça prend vraiment pas longtemps, donc remplissez vos évaluations. Je me présente rapidement, donc je m'appelle David Bafaleuf, je suis consultant base de données pour Capdata Osmosium depuis bientôt 13 ans. Je fais du SQL Server depuis plus de 15 ans. Voilà. Chez Capdata, je m'occupe d'une équipe de DBA à distance, d'un service d'administration à distance, donc une équipe de DBA qui est délocalisée, qui est basée à Nantes. Ce service s'appelle AllDB. Et on traite plusieurs systèmes de base de données, dont SQL Server. Voilà, vous avez l'URL du blog tout en haut, mon adresse mail, le compte Twitter si vous avez des questions sur cette session ou en plus général sur SQL Server. Je mets également l'URL de la chaîne YouTube sur laquelle on met en général les captures ou les reshoots qu'on fait des sessions qu'on fait dans les conférences, sachant que cette capture sera aussi évidemment disponible sur la chaîne du GUS. Donc vous avez les deux sources d'informations disponibles. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Donc on va attaquer cette session sur le parallélisme. Alors déjà, je vais faire un sondage. Parmi vous, combien de personnes, alors c'est un truc un peu évident, je m'attends à voir pas mal de doigts levés, mais combien parmi vous ont sur leurs instances, on va dire critiques de production, une quantité significative de CX paquets dans les attentes? Ne soyez pas timide, je pense que vous n'êtes pas tout seul au monde. D'accord, seulement une moitié, ok. Combien parmi vous ne savent pas du tout ce que c'est que CX paquets? D'accord. Bon, vous inquiétez pas, on va parler de CX paquets, puisque tout le monde se pose des questions. On va commencer par un exemple de la vie courante. Un truc un petit peu rigolo pour montrer qu'en fait, dans la vie de tous les jours aussi, on peut avoir des problèmes de parallélisme. Et on va voir que finalement, appliqué à SQL Server, on trouve beaucoup de similitudes. À pas mal de moments, finalement, dans la présentation, je ferai référence à cet exemple un petit peu de la vie courante pour mettre un petit peu en perspective les problèmes qui sont rencontrés par SQL Server avec le parallélisme. Alors on verra que dans SQL Server, le parallélisme il est implémenté à travers des opérateurs relationnels qu'on appelle exchange. Okay. Donc après, le corps vraiment de la présentation, ça va être centré sur la lecture de plan d'exécution. D'accord ? Vraiment, tout ce qu'on va faire dans les slides et ce qu'on va voir dans les démos, c'est prendre une requête toute simple qui va quand même compiler un plan parallèle et disséquer ce plan. D'accord ? Donc, il n'y aura rien de compliqué. Comme on va parler d'attente, inévitablement, on va parler des CX paquets. On va voir que ce n'est pas si dramatique que ça, si vous avez beaucoup de CX paquets. Et puis, en fin de session, on verra un petit peu comment fonctionnent les jointures dans un plan parallèle. Quelques petits trucs à savoir. Et 2 opérateurs
qu'on rencontre, qui sont assez typiques des plans parallèles, qui sont partial aggregate et bitmap filter. Alors, ça marche, oui. Cette session est en level 400. Ça veut dire que normalement, au niveau du contenu de l'information, ça va tabasser un petit peu, entre guillemets. Cela dit, c'est vrai que quand j'ai enregistré la session, quand j'ai proposé la session au Gus au départ, je me suis dit que ça risque d'être du level 400 quand même, parce qu'il va falloir aller assez loin dans les opérateurs, etc. Aujourd'hui, j'ai plus de recul. Une fois avoir fait cette présentation, je me rends compte que c'est un petit level 400. Bon, je ne sais pas si ça vous console beaucoup, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que si on prend le parallélisme par le bon bout, finalement, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué que ça. Et vous allez voir, à travers les démos, ce n'est pas si compliqué que ça. Cela dit, ça demande de votre côté déjà une bonne connaissance des plans d'exécution. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez à l'aise avec la lecture d'un plan d'exécution. Vous sachiez comment le lire, vous connaissiez les opérateurs, etc. Donc voilà. Comme on va parler de choses un petit peu au niveau, ça nécessite que voilà, vous puissiez quand même... Alors après, à la fin de la session, je prendrai toutes les questions que vous voulez. Quelqu'un qui n'a pas du tout compris une partie, on pourra la réexpliquer sans problème. Surtout qu'on a une pause d'1 heure après, donc autour d'une lunchbox, etc., on pourra en discuter. Donc je vais commencer par mon histoire de la vie courante. Et en fait, pour illustrer cette problématique de parallélisme, j'ai choisi de prendre l'exemple d'un artisan chocolatier. Okay, donc il a sa boutique, et dans sa boutique, il fabrique des chocolats, et il vend ses chocolats. Bon. Mais par contre, il est tout seul. Il est tout seul pour tout faire. Okay, et donc on va s'intéresser au processus de vente de son ballotin de chocolat. Et en fait, pour vendre un ballotin, il lui faut 4 minutes. Donc décomposé comme suit, vous avez 30 secondes pour fabriquer la boîte. Il faut aller chercher la petite boîte dans le carton, la mettre en forme. OK. 1 minute pour garnir chaque étage, 30 secondes pour fermer la boîte, faire un joli petit nœud, et puis 1 minute après pour la partie encaissement, relation clientèle. Okay. Il est tout seul. Ce qui veut dire que si on a des clients qui arrivent en même temps, le premier il va attendre 4 minutes, le deuxième il va attendre 8 minutes, et potentiellement si on en a 4 qui arrivent en même temps, il va y avoir un peu d'impatience au bout d'un moment. On accumule finalement l'attente. Donc notre artisan chocolatier est bien conscient qu'il y a un problème de frustration chez ses clients qui arrivent tous en même temps. Il est tout seul. Il faut qu'il analyse un petit peu son processus de fabrication, qu'il trouve un moyen de l'optimiser. Okay, donc il analyse son processus et il se rend compte que certaines tâches peuvent être effectuées séparément. Okay, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il embauche 3 assistants pour l'aider. Et il répartit le travail de telle sorte que chaque personne ait le même temps de travail, okay, de manière uniforme. Donc le premier assistant va s'occuper de la partie boîte, il va gérer la fabrication de la boîte et la fermeture de la boîte. Les 2 autres vont gérer la partie, ils vont chacun faire un étage en même temps. Et lui, comme c'est un peu le chef et il est près de ses sous, il va s'occuper de la partie voilà, caisse enregistreuse et relation cliente. Okay. Donc si on regarde le processus réellement, comment ça se passe, on se rend compte que la première partie se passe plutôt bien, c'est-à-dire que tout le monde peut bosser en même temps. Notre premier assistant fabrique la boîte pendant que les 2 autres font les étages, donc on optimise pas mal le temps. Mais on se rend compte que par contre après, pour qu'il puisse fermer la boîte, faut mettre les étages dedans, quoi, évidemment, il n'y a pas de secret. Et puis notre chef artisan chocolatier, lui, pour pouvoir encaisser, il est obligé d'avoir la boîte fermée. D'accord ? Donc ce qui fait qu'au bilan, en ayant multiplié le nombre de ressources par 4, on n'a pas divisé le temps d'exécution, entre guillemets, le temps de notre processus de fabrication par 4. On a seulement gagné 1 minute 30 sur tout le processus. C'est un peu frustrant. Et si on s'intéresse un petit peu à cette chronologie, on va distinguer 2 périodes un peu particulières. Une première période que je vais appeler le travail en parallèle. C'est une période un petit peu optimisée où tout le monde va pouvoir vraiment bosser en même temps. J'ai mis 2 couleurs exprès parce que je distingue 2 sous-zones dans cette zone parallèle. Une première zone où 3 personnes sur 4 travaillent en même temps et une deuxième zone où j'ai plus que 2 personnes sur 4 qui travaillent en même temps. Et puis après, j'ai une deuxième grande période où là, je ne peux rien faire en parallèle. Pourquoi? Parce que j'ai des contraintes, je suis obligé d'attendre. D'accord, j'ai 2 de mes ressources qui sont obligées d'attendre et 2 autres qui ne travaillent plus. Donc j'ai gagné 1 minute 30, certes c'est pas mal, mais je n'ai pas parfaitement bien optimiser mon problème. Pour le petit côté historique, en fait, typiquement,
ces problématiques de... Pardon? Non, je pensais que quelqu'un avait posé une question. Typiquement, ces problématiques de parallélisme, elles sont exprimées de manière mathématique dès les années 60 par un mathématicien qui s'appelle Gene Amdahl et qui, en fait, qui formalise une équation dans laquelle il montre que quand on veut optimiser un traitement de manière globale, il est possible de paralléliser certaines parties de ce traitement, mais que le gain réellement obtenu sera fonction de cette partie-là, qu'on ne peut effectuer que séquentiellement. Donc, dans un traitement, il y a toujours une partie où on va pouvoir travailler en parallèle et une partie où on ne va pas pouvoir travailler en parallèle. Et cette loi, donc, qui est dictée en 67, qui est devenue la loi Amdahl et qui, en gros, sert aujourd'hui de base en fait, à toute la recherche sur le calcul parallèle, elle nous montre vraiment voilà, qu'il va falloir, quand on cherche à optimiser un processus en le parallélisant, à traquer ces parties de traitement-là, où vraiment les choses font qu'il y a des contraintes et on ne peut pas vraiment tout lancer en parallèle. Idéalement, si les 4 ressources avaient pu bosser en parallèle, on aurait réellement divisé les temps par 4. On aurait travaillé qu'1 minute sur les 4. Alors, ce qui est assez frappant, en fait, et vous allez vous en rendre compte après, c'est que cette petite chronologie-là, ça ressemble beaucoup à un plan d'exécution d'SQL Server. On va y retrouver un peu les mêmes genres de concepts, avec une zone où les choses peuvent se faire en parallèle et invariablement une zone où les choses ne peuvent pas se faire en parallèle. Et une manière d'optimiser ces plans d'exécution parallèle, ça va être justement de traquer les parties où le travail est donc séquentiel. Donc on va revenir à SQL Server, on quitte la dimension gastronomique là. Et bon, voilà, globalement, de quelle manière SQL Server peut utiliser des ressources parallèles? Soit il exécute n requêtes différentes simultanément. Donc là, par exemple, j'ai 160 CPU, il peut exécuter 160 recettes en même temps, 160 requêtes en même temps. Ou il peut exécuter une ou plusieurs requêtes en parallèle. C'est-à-dire qu'il va prendre une requête, il va découper le travail, un peu comme l'a fait notre artisan chocolatier tout à l'heure, hein, en petits lots, et exécuter les lots en parallèle sur différents processeurs. Okay? Donc c'est cette partie qui va nous intéresser. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est aussi une des sources de l'incompréhension du CX-Packet et du parallélisme dans SQL Server, c'est que toutes les requêtes vont pas bénéficier nécessairement du parallélisme. Il y a des requêtes types, des requêtes idéales qui vont en bénéficier, et typiquement, ce sont les requêtes qui, lorsqu'elles sont exécutées sur un CPU, vont vraiment le scotcher. D'accord? C'est les requêtes qu'on appelle CPU bound. Par opposition aux requêtes IO bound, qui, elles, vont plus tirer sur la partie disque, donc solliciter un peu moins la CPU. Faire des IO, ça sollicite un peu la CPU. Mais là, ce qu'on cherche, c'est une requête qui vraiment sollicite massivement la CPU, beaucoup plus la CPU que les IO. Et typiquement, c'est des requêtes qui vont implémenter des agrégats, d'accord, des tris, ce genre de choses. Okay? Donc si cette requête-là, qui est donc qualifiée CPU bound, j'arrive à découper un certain nombre de lots, j'arrive à exécuter chaque lot sur chaque CPU, ce que je vais avoir, c'est ça. Je vais optimiser mes ressources matérielles, juste le temps de l'exécution de ma requête. Donc certes, pendant, on va dire, les quelques millisecondes où ça va se passer, je vais saturer un petit peu mes 4 CPU, mais l'avantage, c'est que je vais relâcher la ressource aussi immédiatement. Donc plutôt que de scotcher un CPU pendant un certain temps, une vingtaine de secondes, disons, ma requête parallélisée va répondre dans un temps beaucoup plus court, certes en ayant monopolisé toutes les ressources CPU de ma machine, mais dans un temps beaucoup plus court. Ce qu'on essaie de faire à chaque fois, finalement, enfin ce qu'essaie de faire SQL Server, c'est toujours dans cet esprit de maximiser l'utilisation des ressources. Il a plein de ressources, il est écrit pour occuper le terrain. Et bien là, typiquement, le parallélisme, il occupe le terrain de manière optimale, c'est-à-dire il prend toutes les ressources qu'il peut dans un temps minimum et hop, une fois qu'il a fini son travail, il relâche tout. Okay? Alors je vous disais, le parallélisme dans SQL Server, il est implémenté à travers des opérateurs de parallélisme, donc des opérateurs relationnels. On les a souvent vus traîner dans les plans d'exécution, c'est les opérateurs qui ont ce petit symbole là, ce petit badge avec un rond et 2 petites flèches. D'accord? Typiquement, dans un plan comme ça, voilà, donc on a là, enfin, c'est un bout de plan, ou même ça peut être un plan complet, avec un cluster index scan, un tree, un opérateur bizarre là, qui fait se merger des lignes vers un top, et puis ensuite l'opérateur racine qui n'est pas forcément représenté.
Et s'il fallait qu'on fasse un dessin de ce qui se passe réellement, moi personnellement, ça me gêne une écriture comme ça parce que ça ne représente pas suffisamment bien comment les choses se passent à l'intérieur d'SQL Server. Et s'il fallait qu'on fasse un dessin un peu plus précis, on dessinerait plutôt les choses comme ça. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que quand vous voyez ce symbole sur un opérateur relationnel, là, typiquement sur les opérateurs de scan, de cycle, les tris, les agrégats, ce genre de choses, ce qui se passe, c'est que l'opérateur qui existe et qui se cache derrière cet opérateur parallélisé, c'est l'opérateur séquentiel. D'accord ? Et cet opérateur séquentiel, il est dupliqué n fois. Et il va s'exécuter en parallèle. Ce que je veux dire, c'est que l'opérateur cluster index scan parallèle, il n'existe pas. D'accord ? C'est juste une manière de représenter le fait que j'ai n instances de mon opérateur séquentiel qui s'exécutent en même temps. D'accord ? Ça peut paraître trivial, mais c'est vraiment un truc assez fondamental qui peut expliquer pas mal de choses après dans les plans d'exécution. Même chose pour le tri. Je n'ai pas un opérateur tri parallèle. D'accord ? C'est juste une manière de représenter le fait que je vais utiliser n instances de l'opérateur séquentiel tri pour faire le travail. Donc j'ai un découpage de ma charge qui est faite par une petite fonction qui s'appelle rangenum qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc ce rangenum distribue les lignes à chaque instance de cluster index scan. Chaque cluster index scan va faire son boulot, va récupérer les lignes, les passer au tri. Chaque instance de tri va trier sa partie et ensuite ça va fusionner vers un opérateur, ensuite top, et puis remonter vers le haut de la requête. D'accord ? Ça, c'est une manière très optimisée de faire des tris. Parce que la complexité d'un tri, en fait, SQL Server, il a deux algorithmes types pour faire des tris. Sur disk, c'est un algorithme quicksort. En mémoire, c'est un algorithme merge sort. Mais dans les deux cas, la complexité de l'algorithme, c'est n log n. Donc n étant le nombre de lignes en entrée du tri. Et ce que ça montre, c'est que ça sera toujours beaucoup plus optimisé de faire n fois un tri sur moins de lignes que de faire un seul tri sur beaucoup de lignes. D'accord ? Faire un tri sur, par exemple, 1 million de lignes, ça aura un coût. Mais faire, par exemple, 4 fois un tri sur un quart d'un million de lignes, 250 000 lignes, ça sera toujours beaucoup plus efficace. Pourtant, au final, on a trié la même quantité de lignes, mais ça sera beaucoup plus efficace. Okay ? Alors, ce qui fait que, en réalité, les vrais opérateurs de parallélisme, j'en ai pas 50, j'en ai que 3, et c'est donc ces opérateurs qu'on appelle exchange. Okay ? Donc, il y en a 2 que j'assimile assez à des adaptateurs, quoi. D'accord ? Vous en avez un qui a plusieurs branches qui mergent vers une branche, et un qui fait l'inverse, qui a une branche et qui part vers plusieurs branches. D'accord ? Ben ça, c'est un petit peu des adaptateurs qui vont permettre de brancher un bout de plan parallèle vers un bout de plan séquentiel, ou l'inverse, un bout de plan séquentiel vers un bout de plan parallèle. Okay, donc ça, c'est gather et distribute. Et l'opérateur le plus compliqué, en gros, au niveau du parallélisme, c'est repartition. On va voir que celui-là, il est utilisé au niveau des jointures notamment. Et tous les autres, entre guillemets, c'est des imposteurs. Bon, j'exagère un peu, en fait. Mais voilà, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous voyez cet opérateur avec ces petites flèches, dans les faits, c'est n instances de l'opérateur séquentiel qui s'exécute. Il n'y a pas une instance d'un opérateur parallèle, parce que ces opérateurs parallèles, ils n'existent pas, tout simplement. Okay ? Et c'est vrai, j'ai mis 3 petits points, il y en a plein, un stream aggregate, etc. etc. Okay ? Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que typiquement pour les scans, donc cluster index scan, table scan, mais aussi index seek, cluster index seek, parce que vous savez que les seek, c'est des range scans. On va chercher la première ligne qui qualifie mon intervalle, et je vais balayer ensuite mon index jusqu'à la fin de mon intervalle, donc quelque part c'est un scan aussi. Seuls les forward scans sont supportés. Ça veut dire que seules les lectures d'index dans le sens ascendant sont supportées. Si je fais une lecture descendante, l'opérateur de parallélisme n'est pas implémenté. On va le voir un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui fait qu'SQL Server décide de paralléliser une requête, a priori? Eh bien, la décision, elle est basée sur le coût de la requête. On rappelle que l'optimiseur de requête, c'est un optimiseur basé sur les coûts. Donc, il élabore plusieurs stratégies d'accès, plusieurs plans potentiels d'exécution. Il les pondère avec un coût qui est à la fois un coût I/O et un coût CPU. Okay ?
il fait la somme de tous ses coûts et puis il retient le plan qui lui coûte le moins cher. Et bien, à la fin de ce processus d'estimation, le coût du plan retenu, il est comparé à une valeur de seuil, d'accord, qui est positionnée au niveau de l'instance, qui s'appelle cost threshold for parallelism. Okay. Alors, il y a une petite histoire rigolote sur cost threshold for parallelism. C'est que sa valeur par défaut, elle est de 5. Et si vous lisez la doc dans MSDN, vous allez voir qu'ils vont vous parler de secondes. Et en fait, cette histoire de seconde, elle remonte à l'époque de la 7. Donc, des années, conception de la 7, c'est entre 95 et 98. Quoi. Et à l'époque, 5, c'était bien effectivement un nombre de secondes qu'il fallait pour une requête, pour s'exécuter sur une machine qui servait un peu de maître étalon quelque part à Redmond. Il y avait un data center, une machine, et ils avaient dit, bon voilà, le seuil, ça sera 5 secondes sur cette machine. Okay. Donc on comprend bien qu'à l'époque, les secondes, ça avait un sens. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. D'accord ? Donc, même si vous voyez secondes dans MSDN, sachez que c'est juste un truc historique et qui date de l'époque, donc d'il y a plus de 15 ans maintenant. Okay. Donc l'unité s'est un peu évaporée quelque part, mais par contre, le chiffre est resté. Et le chiffre n'a jamais bougé en 15 ans. Et ça, c'est un petit peu un tort parce qu'on se rend compte qu'avec les charges qu'on a aujourd'hui, je vous ai mis le coût d'un plan d'une requête, enfin, je n'ai pas mis tout le plan d'exécution, mais une requête complètement standard sur la base AdventureWorks, hein, on a des coûts qui dépassent largement, très très souvent. Si vous vous intéressez un peu au coût moyen des requêtes sur vos instances critiques, ben regardez le coût moyen de vos requêtes. Hein, il est très probablement, si vous avez du 6-packet, en plus, a fortiori, il sera forcément beaucoup plus élevé que 5. Ce qui veut dire que dans la majorité des cas, ce seuil-là, il est dépassé. Donc, qu'est-ce qui se passe? SQL Server, il compile un plan parallèle. Okay. Donc, il est communément accepté de dire que ce coût, ce cost threshold for parallelism, il est beaucoup trop bas aujourd'hui. D'accord? Il faudrait qu'il soit réévalué vraiment à une valeur plus haute. Il n'y a pas de chiffre magique. La réponse à la question, c'est à combien il faudrait le mettre? La réponse, c'est ça dépend. Il faudrait que vous puissiez le tester avec votre charge pour voir. On recommande communément des valeurs qui oscillent entre 30 et 50. Mais encore une fois, il faut tester avec votre charge. Voilà, donc retenir cost threshold for parallelism, 5, c'est beaucoup trop petit. Donc typiquement, ça serait un paramètre à changer, on va voir dans quelle mesure après. Et le deuxième paramètre qui intervient dans l'exécution d'un plan parallèle, c'est le degré de parallélisme, ou DOP. D'accord ? Et ce degré de parallélisme aussi, il est la source de beaucoup de confusion. En fait, ce que ça veut vraiment dire, ça identifie le nombre de worker threads qui font s'exécuter par opérateur Exchange. Les worker threads, c'est les bonhommes avec la petite casquette rouge, là. En gros, c'est des threads, si vous voulez, au niveau Windows. Donc, c'est des objets qui vont porter de l'exécution de code dans SQL Server. On dit worker thread parce que c'est une abstraction des threads Windows, mais globalement, c'est la même chose. Okay. Et le degré de parallélisme, il s'applique de part et d'autre de chaque opérateur Exchange. Okay. Donc, dans le cas de Gather et Distribute, on va avoir un worker thread d'un côté et DOP, worker thread de l'autre côté. Okay. Et dans le cas d'un repartition, on va avoir DOP worker thread de chaque côté. Alors c'est important ça, pourquoi? Parce que souvent les gens confondent max DOP, ou le degré de parallélisme maximum, c'est le nombre de worker threads en tout dans mon plan. Mais pas du tout, pas du tout. D'accord? Si vous avez par exemple 3 opérateurs repartition dans votre plan, faites l'addition du nombre de worker threads que vous allez avoir. Vous allez avoir 3 fois 2 fois DOP. Donc si vous avez un degré de parallélisme de 4, 2 fois DOP ça fait 8, fois 3, voilà. Ça vous fait voilà, un certain nombre de worker threads qui en général seront, le nombre de worker threads sera en général beaucoup plus élevé que votre nombre de CPU disponible sur la machine. Donc ça veut dire que tout le monde ne pourra pas bosser en même temps, quoi. Hein, vous commencez à voir un petit peu la problématique et les attentes finalement qui vont résulter de ces trucs-là. Donc ce degré de parallélisme, il est plafonné par un paramètre instance qui s'appelle maxDOP. Tout le monde connaît maxDOP. Qui ne connaît pas maxDOP? Et n'ayez pas peur, ça va. Okay. Par défaut, ce maxDOP, il est à 0. Ça veut dire que tous les schedulers visibles par SQL Server sont potentiellement concernés. D'accord? Sur ma machine à 160 CPU tout à l'heure, un maxDOP à 0, ça veut dire 160 CPU visibles. Okay? Il peut être défini, contrairement au coût
au seuil de coût à plusieurs niveaux. Soit au niveau de l'instance spconfigure, max degree of parallelism, au niveau de votre ressource pool, ressource governor, si vous avez défini un certain nombre de ressources pool, soit au niveau de la requête, à travers un int. Vous pouvez mettre option maxdop égale une valeur. Okay, ou d'un plan guide, enfin toute forme de int au niveau de la requête. Okay. Donc deux choses vraiment importantes sur le degré de parallélisme. Donc le degré de parallélisme, ce n'est pas le nombre de workers en tout dans un plan, ça s'applique vraiment à chaque opérateur exchange. Et un autre truc aussi, c'est que quand le plan est compilé, l'optimiseur estime un degré de parallélisme. Il va dire, par exemple, j'estime que le degré de parallélisme, ça sera 2. Voilà. Et puis à l'exécution, il va réévaluer la condition. Il va dire, attendez, combien réellement je peux exécuter de choses en parallèle? Est-ce que c'est bien 2, ou est-ce que c'est moins, ou est-ce que c'est plus? D'accord? Donc là, le degré de parallélisme d'une requête, il est réellement évalué à l'exécution de la requête. C'est aussi pour ça que vous ne verrez pas de degré de parallélisme dans un plan estimé. Vous verrez un degré estimé de parallélisme. Mais vous ne saurez pas a priori sur quel degré de parallélisme la requête s'exécutera. Vous le saurez qu'au moment où elle est exécutée, en fait. Okay. Alors, et c'est là où je fais un parallèle avec notre histoire de chocolat tout à l'heure. On a dit, Amdahl, il nous dit, pour vraiment optimiser un traitement, quand on va le paralléliser, il faut essayer de voir à quel endroit on a des parties de ce traitement qui ne peuvent pas être parallélisées. Okay, et c'est pour ça qu'il faudra être vigilant par rapport à ce qu'on appelle ces inhibiteurs de parallélisme. Donc, un inhibiteur, c'est quoi? C'est une forme d'opération qui va empêcher l'optimiseur d'exécuter le bout de cette opération-là en parallèle. Donc ça va créer, à l'intérieur de notre plan parallèle, des petits morceaux qui ne peuvent être exécutés que sur un thread. Donc imaginez-vous sur une autoroute, vous roulez en 4 voies, okay, et puis à un moment, vous avez une restriction sur une voie. Il risque d'y avoir des bouchons. Puis après, vous repartez sur 4 voies. Puis après, vous repartez sur une voie, etc. etc. Ça, on comprend bien que ça va poser des problèmes en termes de performance. Donc on distingue deux catégories d'inhibiteurs. Les inhibiteurs globaux, c'est des inhibiteurs qui vont bloquer tout le plan. Vous utilisez une occurrence de ce truc-là dans un plan qui peut être assez vaste, une requête assez complexe, vous allez bloquer tout le plan. Tout le plan va être exécuté de manière séquentielle. Parmi les inhibiteurs les plus connus, on peut citer la modification d'une table variable dans une requête et l'utilisation d'une fonction transact SQL scalaire, qui est à peu près le truc qu'on peut faire de pire en transact SQL. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui étaient là à la session qu'on a fait l'année dernière sur les 3 problèmes de performance? Personne? Ouais, le speaker qui était là avec moi, évidemment, mais personne d'autre, c'est dommage. Dans cette session-là, qui est disponible... Ah si, il y a quand même des gens là-bas. Dans cette session-là, justement, un des 3 scénarios montre que l'utilisation d'une fonction transact SQL scalaire nous bloque tout notre plan et on exécute ça sur un thread. Et c'est vraiment moche. Voilà, il y a d'autres utilisations qui peuvent bloquer tout le plan. Il y a une deuxième famille qu'on va appeler les inhibiteurs partiels qui vont bloquer qu'un petit bout, en fait. Et ceux-là, potentiellement, on peut être amené à les utiliser plus souvent, comme par exemple certains opérateurs Sequence Project. Alors j'ai mis une petite étoile au bout parce que depuis 2012, certains de ces opérateurs peuvent être exécutés en parallèle. Pas tous, mais parfois ça peut marcher. Le backward scan, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a que le forward scan qui est implémenté au niveau des opérateurs scan et seek. Un global scalar aggregate, vous voyez ce que c'est, global scalar aggregate ou pas? Dites-moi non, hein, franchement. C'est un agrégat sans group by. Vous faites select count star from table. Voilà. C'est un agrégat global. Vous ne produisez pas des groupes, en fait. Donc ça, l'opérateur assert, je ne vous demande pas ce que c'est que l'opérateur assert, on va le voir dans une démo. Les requêtes récursives, donc les CTE, si vous avez des constructions avec des CTE récursives, sachez que ça peut bloquer une partie du plan d'exécution. Et un top. Vous avez un top quelque part dans votre plan d'exécution, s'il n'est pas tout à la fin, s'il est dans une sous-requête, par exemple, potentiellement, ça peut générer une partie du plan en séquentiel. Étape scan d'objet système, enfin j'ai mis 3 petits points parce qu'on en découvre, voilà, chaque nouvelle release, on a des nouveaux inhibiteurs partiels. OK. Ah oui, alors je rajoute aussi DML, Insert Delete Update, c'est toujours des opérations qui sont faites séquentiellement. Vous pouvez faire un Insert Select, donc le Select pourrait être parallélisé, mais réellement l'opération d'insertion sera toujours sur un seul thread. Même chose pour le Delete, même chose pour l'Update. Alors, un petit mot rapide sur l'acteur de l'ombre du plan parallèle, qu'on appelle le range enumerator. En fait, c'est le petit gars qui distribue les lignes aux différents opérateurs de scan ou de seek. Imaginez-vous
avec un grand carton de bouteilles. Vous avez 500 bouteilles dans le carton, et il y a 4 personnes pour vider le carton. Okay, et vous avez 2 approches. Soit vous décidez de filer 125 bouteilles à chaque personne, donc vous allez répartir les tâches équitablement, un peu comme notre chocolatier tout à l'heure. Et ce qui se passe, c'est que parmi les 4 personnes, il y en a un qui est vachement dynamique, qui dépile les bouteilles assez vite. Et puis il y en a un qui est un petit peu mou, qui n'a pas trop la pêche, donc il va sortir les bouteilles pas très vite. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, celui qui va vite, il va finir ses 125 bouteilles, et puis il va être obligé d'attendre que celui qui va moins vite finisse de dépiler ses bouteilles. Okay, ce n'est pas super optimisé, parce qu'il y en a un qui a travaillé très vite, et puis sur le temps total d'exécution, il est obligé d'attendre une partie de son temps. C'est un peu gâcher une ressource. On a dit que la requête idéale, idéalement, c'est que tout le monde doit travailler à peu près sur la même quantité de temps et s'arrêter à peu près au même moment. Donc l'autre technique, c'est de baser sur la demande. Si le gars qui prend plus de bouteilles, il veut prendre plus de bouteilles, il prend plus de bouteilles. Okay, donc peut-être qu'il dépilera plus de bouteilles que celui qui est un peu plus mou, mais au moins on aura optimisé l'utilisation de nos ressources. Ce n'est pas très grave qu'il y en ait un qui dépile plus de bouteilles que l'autre. Okay, c'est la raison pour laquelle quand vous regardez les propriétés d'un opérateur dans un plan parallèle, et que vous regardez la répartition des lignes par worker thread, vous n'allez jamais voir la même quantité de lignes à plus ou moins une valeur. Okay, vous allez toujours voir des valeurs différentes. Potentiellement, ça peut être super différent d'ailleurs. Là, j'ai un peu forcé le trait en disant qu'il y en a un qui récupère 2 500 000 lignes pendant qu'il y en a un autre qui en récupère que 200 000. Mais potentiellement, on peut arriver avec des plans comme ça. On peut même arriver avec des plans où il n'y en a qu'un qui bosse sur les 4. Les autres, ils ne voient rien passer. Ils sont là. Ils ne voient aucune ligne. Et il n'y a qu'un vraiment un worker thread qui va sortir toutes les lignes. Okay, alors, ça peut être efficace et puis ça peut être aussi un facteur de piège. Donc, il faut se méfier. Voilà, donc range énumérateur basé sur la demande. Alors, c'est là qu'on va vraiment s'intéresser à notre dissection de plan en parallèle. Donc, on a un plan d'exécution. Voilà. Tout le monde voit le plan d'exécution? OK. Je vais vous dire ce qu'il fait. Tout en haut, là, on a un cluster index scan qui a 0,4% de coût, qui nous sort 25 200 lignes. Okay, on lit des product ID dans une table produit. Et puis, à chaque product ID, on va compter le nombre de lignes qui se trouvent dans la table qui est en dessous, qui est une table de transactions. Okay, donc, en gros, c'est select product ID, virgule, count star, from big product join big transaction history on product ID. Et ensuite, on va regrouper par product ID et faire un order by product ID avec notre tree là. Okay, et ce qu'on veut savoir, c'est combien de worker threads il faudrait pour exécuter ce plan-là. Donc, je vais faire un peu ce que j'ai fait avec le chocolat tout à l'heure. Je vais faire mon découpage. Okay, ce qu'on voit, c'est que, je vous ai dit, dans un plan parallèle, il y a toujours un endroit dans le plan où les choses s'exécutent de manière séquentielle. Il y aura toujours au moins cet endroit-là qui part de l'opérateur racine, d'accord, jusqu'au premier opérateur gather stream, celui qui se trouve le plus à gauche dans le plan. C'est ce qu'on appelle la région séquentielle. Okay, cette partie-là, elle est toujours exécutée que sur un worker thread qu'on identifie facilement dans les propriétés, dans les DMV et toutes ces choses-là, parce que c'est le thread qu'on appelle thread 0. Et ECID, ça veut dire Execution Context ID. En fait, quand vous avez un plan parallèle qui va tourner sur 8 worker threads, par exemple, vous êtes certainement déjà rendu compte, ils vont tous avoir le même session ID. Donc vous allez avoir plein de lignes avec le même session ID. Et vous vous dites, mais c'est pas possible. Par exemple, il y a un vieux souvenir sur SQL 2000 où sur la petite vue processes, on voyait des processus bloqués par la même session. Est-ce que quelqu'un se rappelle avoir vu ça? Je suis vraiment le seul à avoir fait du 2000. Non, ça va. Typiquement, c'était le symptôme d'un plan parallèle. Parce que tous les worker threads d'un plan parallèle vont avoir le même identifiant de session et on pourra les distinguer avec cet attribut-là qu'on appelle Execution Context ID. Et quand vous voyez un Execution Context ID 0, c'est le worker thread qui joue la partie séquentielle, qui se trouve donc à gauche du plan. Et tout le reste, c'est notre partie parallèle. Okay, dans cette partie parallèle, on distingue 3 zones qu'on appelle des branches, en fait. D'accord. Chaque branche, elle va d'un opérateur exchange à un autre. Donc là, on a la première branche qui va du gather streams aux 2 repartition, une deuxième qui va du repartition au cluster index scan, et une troisième qui va du deuxième repartition jusqu'à l'index scan sur big transaction history. Okay, et on dit le nombre de worker threads sur un plan parallèle, c'est égal au nombre de branches fois le degré de parallélisme. Donc admettons que j'ai un degré de parallélisme de 4. Là. Combien il me faut de worker threads théoriques pour exécuter ce plan-là?
Combien? J'entends pas. 13. Effectivement. 4 fois 3 branches, plus un worker thread pour porter la partie séquentielle. Alors, est-ce que ce sera vraiment toujours le cas? On va voir. Ce n'est pas si simple que ça. On va s'intéresser à cet opérateur exchange. Donc, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est un opérateur vraiment particulier parce qu'en fait, c'est deux opérateurs dans un opérateur. Il y a une phase qu'on appelle producteur de ligne, que j'ai représenté ici, avec les petits gars à casquette. Admettons qu'on ait un degré de parallélisme de 4. On a dit que sur un repartition, le degré de parallélisme, il s'applique de chaque côté. Okay, donc, on a DOP worker thread d'un côté et DOP worker thread de l'autre. Et l'autre face, c'est la face consommateur. Et ce qui se passe, c'est qu'on a nos DOP instances de cluster index scan qui chacune sortent des lignes. Et ce que vont faire les producteurs, c'est qu'ils vont remplir des paquets de lignes et les passer au consommateur. Et je vous le donne en mille, il s'appelle comment le nom du paquet? C'est X-packet, c'est écrit, c'est facile. Okay. Alors en fait, pour certains besoins d'optimisation, il y a différentes formes de routage des paquets entre les producteurs et les consommateurs. Il y a 5 formes de routage, mais globalement, on n'en retrouvera qu'une ou deux dans la grande majorité des plans. Et on va voir l'importance du mode de routage, surtout pour les jointures. En fait, une des caractéristiques essentielles de l'exchange, c'est que c'est le seul itérateur qui passe les lignes vers l'opérateur au-dessus, non pas ligne par ligne, mais par paquet de lignes. Et ça c'est déjà une première forme d'optimisation. Et le rôle du repartition, c'est justement pour essayer d'améliorer un petit peu le problème du range enumerator, qui est là, qu'on a vu ici. Voilà. Comme il est basé sur la demande, il ne va pas forcément proposer le même nombre de lignes à chaque worker thread. Et potentiellement, on peut se retrouver avec un qui va prendre beaucoup et un qui ne va prendre pas beaucoup. Celui qui va prendre pas beaucoup, pourquoi? Parce que les pages qu'il veut lire, elles ne sont pas forcément en mémoire, donc il faut qu'il fasse des IO disques, ou alors elles sont latchées, donc il faut qu'il attende que le latch soit libéré, etc. Alors que celui qui prend 2 500 000, là, il a une autoroute, latch free, il n'a pas du tout d'attente, donc il peut remonter plus de lignes et beaucoup plus vite. Et dans cette cette mauvaise répartition, quand on la projette un peu plus haut dans le plan, on se rend compte que ça peut poser des problèmes. Donc le rôle du repartition, c'est de rééquilibrer les lignes entre les worker threads. Donc là, typiquement, on a notre execution context 5 qui va récupérer 2 500 000 lignes, et le 7, par exemple, qui va récupérer 800 000 ou 200 000 lignes. Le rôle du repartition, c'est de dire, oulala, ça ne va pas du tout, là, la répartition des lignes, je vais répartir les lignes ici vers mes consommateurs pour équilibrer et harmoniser la répartition des lignes. D'accord? Pour éviter qu'il y en ait un qui bosse et puis les autres ne bossent pas. D'accord? Le vrai rôle du repartition, c'est ça. OK? Les modes de routage, il y en a 5. En fait, il y en a surtout 2, 3. Celui que vous rencontrez le plus communément, c'est H. C'est-à-dire que lorsque la ligne arrive vers le producteur, il calcule une clé de hachage sur une ou plusieurs colonnes de la ligne. Et en fait, il va positionner la ligne dans un paquet qui est sélectionné en fonction de la clé de hachage. Okay? On va voir l'intérêt lors des jointures. Après, vous avez le mode round robin. Round robin, c'est vous distribuer des cartes. Quoi. Vous passez le premier paquet au premier, le deuxième paquet au deuxième, etc., etc. Broadcast, vous envoyez tous les paquets à tout le monde. Alors, ça peut paraître un peu bizarre d'envoyer tous les paquets à tout le monde, mais on va voir qu'il y a une utilisation qui peut être intéressante. Et demand et range, c'est beaucoup plus rare. C'est range, typiquement, on va voir ça sur les reconstructions d'index en parallèle. Et demand, on voit ça avec certains types d'opérateurs, notamment constant scan, qui nous génèrent des lignes artificielles. Et tout ce qui est tab partitionné aussi. Mais globalement, retenez qu'au niveau des modes de routage, souvent c'est H. Et on va voir l'intérêt du H dans les jointures. Une autre propriété de cet opérateur exchange, c'est qu'il peut avoir l'obligation de préserver ou pas l'ordre des lignes qui lui arrivent en entrée. Imaginons que notre worker thread orange, là, il pousse les lignes beaucoup plus vite que le bleu. Et qu'en sortie, par contre, il faut que mes lignes soient triées. Par exemple, parce que les lignes vont entrer dans une jointure merge. Et vous savez, merge, la caractéristique, c'est que les colonnes qui vont joindre doivent être triées de la même façon. Okay? Donc admettons qu'une des branches de la jointure merge, ce soit ça.
Et le problème, c'est que si l'orange va beaucoup plus vite que le bleu, l'opérateur de parallélisme, qui lui n'est pas un opérateur de tri, qui n'a pas de buffer pour mettre des lignes temporairement, puis faire son petit merge sort en mémoire, là, il est obligé de temporiser. Il est obligé de dire à l'orange, hop, 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 attends, tu m'envoies 2 et 4 là, mais je ne sais pas ce que veut le bleu, il ne m'a pas encore contacté, potentiellement il peut m'envoyer 1, et puis d'autres lignes. D'accord ? Donc il va y avoir cette temporisation. Et ça c'est important, notamment dans le diagnostic de problèmes de perf, parce que ça peut être un petit peu le symptôme du début des problèmes. Vous le voyez quand vous passez votre petite flèche sur l'opérateur de parallélisme et que vous voyez la clause order by. Typiquement, sur une jointure merge parallélisée, vous verrez au moins l'un des deux qui a cette clause order by. Et c'est un problème parce que ça génère de l'interdépendance entre threads. Et ça peut aller assez loin en termes de problèmes de performance. Donc ça sera une chose à regarder si vous avez des problèmes de perf sur un plan parallèle. Est-ce que l'opérateur préserve l'ordre des lignes, donc on appelle merging exchange, ou pas? C'est-à-dire que les lignes arrivent dans n'importe quel ordre et il s'en fout, il balance les lignes comme elles arrivent. Okay. Alors, démo. Je ne suis pas du tout dans les temps, mais bon, c'est pas un scoop, c'est pas une nouvelle. J'espère que vous n'avez pas faim. Si. Oh, je plaisante, hein. Je vais faire tout mon possible. Vous allez voir, les démos, c'est super simple. Donc là, j'ai une requête. C'est la même requête dont on parle depuis le début, c'est product ID, coon, group by, order by. Okay. Je vais m'intéresser à son plan estimé. Déjà, pour vous montrer que là-dedans, là, j'ai rien qui me parle de degré de parallélisme. Pourquoi? Parce que c'est décidé à l'exécution. Il y aura éventuellement ici une information qui dit j'ai un degré estimé de parallélisme, 2, ok. Mais je n'aurai pas plus d'infos. Okay. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est comment l'optimiseur il pondère les coûts dans un plan parallèle. On regarde le coût de ce plan-là, donc qui est parallélisé. Enfin, c'est le coût estimé, hein, 21,7. Okay. Et on va regarder le coût CPU de cet opérateur-là. Index X sur la plus grosse table. CPU cost 2,11. Vous retenez 2,11. Okay. Je vais forcer l'exécution d'un plan séquentiel. J'affiche toujours le plan estimé. Le coût, un peu plus élevé. Okay. Pourquoi? Si je regarde mon index X ici, sans surprise, on est exactement à 2 fois le coût de l'opérateur parallélisé. Donc ça prouve que l'optimiseur, dans un plan parallèle, il divise les coûts CPU par le degré de parallélisme. Et au final, il obtient un coût moins cher, dans la plupart des cas. Okay. Parfois, ce n'est pas vrai, mais dans la plupart des cas, il y arrive. OK. Alors maintenant, je vais enlever mon option maxdop, parce qu'on parle quand même de parallélisme. Je vais exécuter la requête, et je vais regarder un petit peu, alors, essayer de ne pas faire d'IO physique. Là, vous voyez, j'en ai read ahead, j'en ai un petit peu. Je ne veux pas être dépendant des disques, je veux vraiment que tout se passe en mémoire. Donc globalement, voilà, on est à 1 seconde 3, plan d'exécution, cette fois. OK. Cette fois, j'ai mon degré de parallélisme et j'ai mon query memory grant, qui est aussi un autre aspect d'une requête qui est réellement calculée au moment d'exécuter. Donc 4. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, on peut s'amuser à faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire compter le nombre de branches. Okay. Donc, je vous ai dit, il y a toujours une partie séquentielle. Oups. Donc, on peut dire que la partie séquentielle, elle est là. Je vous ai dit, ça va de l'opérateur racine au premier opérateur de parallélisme. Est-ce que vous savez comment s'exécute un plan d'exécution? Petit aparté. Dans quel sens il s'exécute? De la droite vers la gauche. Donc, ça veut dire de là vers là? C'est ça, la droite vers la gauche? Ben non, c'est l'inverse. En fait, une image que j'aime bien utiliser pour décrire l'exécution la façon dont fonctionne un plan d'exécution, c'est un réseau de tuyauterie. Vous voyez? Notre opérateur racine, c'est le bout de la tuyauterie. Et chaque itérateur, c'est un robinet. Okay, donc il y a différentes dérivations. Okay. Et chaque robinet, il a la propriété de laisser passer l'eau soit au goutte à goutte,
soit il a un petit accumulateur, il accumule de l'eau, et quand vous ouvrez le robinet, il y a tout ce qui est dans l'accumulateur qui part d'un coup. Et ce qui se passe dans l'exécution d'un plan d'exécution, pas forcément parallèle, même les plans séquentiels fonctionnent comme ça, c'est que l'opérateur racine demande l'ouverture du pipeline, donc il demande à tous les opérateurs en dessous « ouvre-toi ». Okay, donc chacun demande à celui qui se trouve en dessous « ouvre-toi ». Une fois que tout le monde a ouvert un petit peu son robinet, l'opérateur racine va demander au premier opérateur en dessous de lui « renvoie-moi la première ligne ». D'accord ? Le deuxième va demander au troisième « renvoie-moi la première ligne », etc. jusqu'à ce qu'on arrive au bout du plan. Donc c'est un pipeline qui aspire finalement les lignes. OK ? Parenthèse. Question là-dessus ? Ah bah, je veux bien voir la référence de la doc. Ah bon ? Alors on le lit comme ça, mais dans les faits, je vous garantis que ça s'exécute vraiment dans l'autre sens. Si vous attachez un debugger à un plan d'exécution, vous verrez que c'est l'opérateur racine qui appelle le suivant, qui appelle le suivant, qui appelle le suivant, qui appelle le suivant, etc. etc. Et c'est pour ça que le top marche. Si ça s'exécutait réellement de droite à gauche, quand vous faites top machin, vous imaginez, vous lisez 50 millions de lignes et vous faites un top 10. Il faut lire 50 millions de lignes pour au final récupérer 10 lignes. D'accord ? Alors que si ça marche dans l'autre sens, si chaque opérateur renvoie juste une ligne, eh ben, à partir du moment où notre opérateur top a reçu la 10e ligne, il ferme le pipeline. C'est fini. Et du coup, le coût de l'exécution, le temps d'exécution de la requête sera beaucoup plus optimisé par rapport à l'exécuter dans l'autre sens. Vous voyez le truc ou... Ouais. Alors, on va regarder nos branches. Donc, on a notre branche séquentielle qui est là. Je vais essayer de dessiner un S. C'est pas facile avec la souris. Voilà. Donc, ça, c'est notre thread 0. Et puis, notre première branche parallèle. Hop, je suis mal parti là. Je vais refaire. Donc, la partie séquentielle. OK. La partie parallèle. La première partie parallèle, je vous ai dit, elle va du gather stream jusqu'au 2 repartition, ici. OK, on va la noter 1. La deuxième branche, elle va du repartition au cluster index scan, je vais l'appeler 2. Et la troisième, elle va du repartition à l'index seek, je vais l'appeler 3. OK. Waouh. C'est pas évident là, avec la souris. Bref, tout le monde lit un 3. OK. À votre avis, combien de worker threads il faut pour exécuter ce plan? C'est un peu une redite par rapport à tout à l'heure, si vous avez bien écouté. Combien? 13. Tout le monde est d'accord? On va voir ce que pense SQL Server. Pardon. Alors, si je n'appuie pas sur le bon bouton, ça ne va pas marcher. Il y a un truc qui est sympa depuis SQL Server 2012 au niveau de Management Studio, c'est que sur l'opérateur racine d'un plan d'exécution, vous avez une nouvelle propriété qui s'appelle thread_stat ici. Et qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il voit 2 branches et 8 worker threads. Je vous aurais dit des bêtises, quoi. C'est ce qu'il dit. En fait, ce que ça veut dire, thread_stat, et ce qui est finalement important, c'est le nombre de branches qui peuvent être exécutées en même temps. Pas le nombre de branches en tout qu'il y aurait dans un plan, mais vraiment le nombre de branches qui peuvent être exécutées en parallèle, parce que c'est ça qui va conditionner le nombre de worker threads que je vais devoir exécuter. Ça ne sert à rien de réserver, par exemple, 4 worker threads pour une partie qui doit s'exécuter toute seule. Autant en réserver 4 et les réutiliser ensuite pour une autre partie. OK? Donc, 2 branches en parallèle et seulement 8 threads pour exécuter mon plan. Alors, pourquoi, à votre avis, il n'y a que 2 branches qui peuvent s'exécuter en parallèle? Alors, celle-là, elle est un peu dure, j'avoue. Mais et puis, en plus, en même temps, il n'y a rien à gagner. Donc. Pardon? La 3 et la 2. Alors, la 3, c'était, je ne sais plus. La 2, c'est celle du bout, là. Et la 3, c'est celle-là? Non, ce n'est pas la 3 et la 2. Perdu. Plus que 2 jokers. Pardon? La 1 et la 3. Ouais, c'est la 1 et la 3. Donc, la 1, la 1 c'est celle-là. Hop. Alors après, pourquoi? Non, ce n'est pas à cause du repartition. Du hashmatch aggregate, non plus. Allez, il reste encore moins de 10 opérateurs. Je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du pipeline, il faut vous imaginer les robinets. Et les robinets, ils ont 2 propriétés. Ils renvoient les lignes au goutte à goutte ou ils renvoient en accumulant des lignes. Et
c'est ce qu'on appelle des opérateurs bloquants ou semi-bloquants. Et il y en a un, notamment dans ce plan, qui est semi-bloquant, qui nous intéresse dans ce cas-là. Alors, si j'arrive à vous le montrer, voilà, c'est lui. C'est la jointure H. Comment ça marche une jointure H? Vous avez deux entrées. Vous avez l'entrée du haut qu'on appelle le build. C'est la partie qui va servir à créer la table de hachage. Et la partie du dessous qu'on appelle le probe et qui va servir donc à vérifier quelle ligne match dans la jointure. Et pour que ça marche, il faut que notre moteur relationnel, il ait terminé d'exécuter complètement cette partie-là. Ça n'a pas de sens de créer une moitié de table de hachage et d'essayer de commencer à joindre des lignes. D'accord ? Il faut la créer complètement, donc lire l'intégralité du jeu de données sur la partie du dessus pour commencer réellement à exécuter la partie du dessous et joindre les lignes. Okay ? C'est la raison pour laquelle, au début de l'exécution de ce plan, il ne peut réellement exécuter que la branche numéro 2, donc celle qui se trouve ici, là. Okay ? Donc il exécute ça, il crée sa table de hachage. Une fois que la table de hachage est créée, il ouvre le robinet côté branche 3 ici. Et comme les lignes passent en goutte à goutte, ben, il peut exécuter en parallèle celle-là aussi. Donc les lignes vont remonter une par une, celles qui matchent en tout cas, au niveau de la jointure, et elles vont remonter vers le tri. D'accord ? Donc il n'y a que deux branches qui peuvent s'exécuter en parallèle. Deux branches en parallèle, DOP4, ben, j'ai besoin que du isRed. OK ? Un petit truc sur les inhibiteurs, je regarde l'heure. Un petit truc sur les inhibiteurs. J'ai dit les inhibiteurs, c'est important, il faut vérifier pourquoi dans des plans, des fois, on peut avoir des parties qui sont séquentielles. J'en ai une là, typiquement, une partie séquentielle. Hop. Ici. Je vous ai dit distribute et gather, c'est des adaptateurs. Un adaptateur série parallèle et parallèle série, c'est un peu ça. Bah là, on a un bout de plan série qui vient se brancher sur un plan parallèle à travers un distribute. Hein? Alors, à votre avis, c'est qui nous force le plan série là? C'est le top, je suis d'accord. Le top. Alors, ben, vous savez ce qu'on va faire? Il y a moins de 2 millions de lignes dans notre sortie là. Eh ben, on va enlever le top, hein, parce qu'on n'en a pas besoin en fait. Bon, c'était un peu calculé. J'avoue, j'ai des problèmes de souris, c'est horrible. Effectivement, depuis que j'enlève, enfin à partir du moment où j'enlève le top, hop, ma partie indexique là, elle repasse parallèle. Ben, par contre, il me faut deux adaptateurs maintenant, parce que j'ai toujours un bout qui s'exécute sur un seul thread. Et le problème, je vais vous aider, avant de vous poser la question, il vient de lui là, l'opérateur assert. Et le rôle de l'opérateur assert, c'est d'évaluer une condition au moment de l'exécution de la requête, qui peut faire que la requête ne va pas marcher, potentiellement. Et ce qui fait que ma requête peut potentiellement ne pas marcher, si je l'exécute d'ailleurs, il me dit ça ne marche pas, parce que ta sous-requête, elle ne retourne plus d'une ligne. Effectivement, qu'est-ce que j'essaie de faire là? N'importe quoi. Enfin non, ça peut marcher techniquement. Si ma sous-requête ramène une ligne, ma requête, elle est cohérente. Sauf que là, ma requête ne ramène pas qu'une seule ligne dans la sous-requête. Et du coup, l'assert est là pour vérifier ça. Il capture plus d'une ligne, et du coup, il dit, tac, je ne peux pas continuer l'exécution, et je pars avec une exception. Okay? Mon écriture n'est pas bonne. Et un dernier exemple où je vous montre, si je change l'ordre de l'order by ici, plan estimé, et tac, mon cluster index scan ici, qui fait du backward scan, on le voit ici, backward scan. Je vous ai dit, backward scan, c'est un inhibiteur partiel de parallélisme. Donc là, je me retrouve avec un plan qui est à moitié bizarre, des parties en parallèle, puis après, pouf, tout se merge sur un plan en série. Ce n'est pas optimisé. Donc voilà, quand vous êtes face à un plan, vous voyez des bouts parallèles, des bouts séquentiels qui repartent sur des bouts parallèles, vous savez qu'il y a un problème déjà d'optimisation à faire, qui a un rapport avec un inhibiteur quelque part. Donc il faut trouver l'inhibiteur. Et ben voilà, on continue. Alors, les CX paquets. On va juste expliquer qu'est-ce que c'est que CX paquet en fait. Pourquoi on a autant d'attentes sur CX paquet dans un plan parallèle. On imagine qu'on a un degré de parallélisme de 4 et on regarde juste un petit bout de branche de plan. Donc typiquement le bout de branche sur Big Product. On reprend toujours notre séquence. Alors évidemment, je vous ai dit que ça s'exécutait dans l'autre sens et je dessine dans l'autre. C'est juste pour simplifier. On est d'accord que ça s'exécute bien comme ça. Donc nos cluster index scan, nos DOP instances de cluster index scan séquentiel produisent des lignes. Okay.
à destination des producteurs qui remplissent des paquets. Le paquet, quand il est full, il part en direction du consommateur qui éventuellement se raccorde à une autre partie de branche quelque part et qui finit sur notre execution context 0 qui supporte l'opérateur racine. Et ce que vous voulez voir, c'est que pendant l'exécution de cette partie-là, vous voulez voir qu'est-ce qui attend, qu'est-ce qui se passe exactement. On a beaucoup de worker threads en exécution concurrente, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez utiliser votre DMV préféré, sysdmos waiting task. Il y a Christophe Laporte qui a une session sur les outils tout à l'heure, là, dans cette même salle. Il va probablement parler de sysdmos waiting task. C'est une vue qui montre les attentes instantanées. Donc, ça prend une photo de toutes les tâches qui sont en attente. Et typiquement, vous allez voir que tout le monde va attendre sur CXPacket, mais pour des raisons différentes. Et la raison, elle nous est donnée par une colonne qui s'appelle Resource Description dans sysdmos waiting task. Et quand vous voyez eWaitPipeNewRow, vous savez que la ligne qui attend, c'est un producteur de ligne. Si vous voyez eWaitPipeGetRow, c'est un consommateur de ligne. Le consommateur attend que le producteur lui envoie la ligne. Et si vous voyez eWaitPortOpen, c'est forcément notre thread 0, qui lui ouvre le pipeline et dit à l'opérateur en dessous, renvoie-moi la première ligne, et il bloque sur eWaitPortOpen, comme ça. C'est lui qui va accumuler le plus de temps. Il ne bosse pas, en fait. Il ne fait rien, il attend que les autres fassent leur travail et que les premières lignes remontent. D'accord? Et lui, il va accumuler beaucoup de temps sur CXPacket. Eux, ils vont accumuler du temps sur CXPacket. Eux, ils vont accumuler du temps sur CXPacket. Tout le monde accumule du temps sur CXPacket, sur une requête. Donc imaginez, cette requête, elle dure, je ne sais pas, 1 seconde, 2 secondes. Tout le monde va potentiellement cumuler du temps sur CXPacket. C'est pour ça qu'au final, vous avez autant d'attentes sur CXPacket. C'est parce que vous avez beaucoup de threads qui attendent sur CXPacket dans un plan parallèle. OK? Allez, une petite démo. J'utilisais notre outil préféré de stress. Tac. Donc je lance toujours notre même requête. Hein. Plusieurs itérations et je vais m'intéresser à... Alors je vais vérifier que j'ai bien le bon session ID. Yes. Je vais m'intéresser à essayer justement de faire ce graphe de dépendance entre workers threads. Alors par contre, comme les DMV ne sont pas transactionnels, il faut que je fasse plusieurs fois la requête pour avoir un truc un peu intéressant à vous montrer. Alors, c'est pas intéressant. Est-ce que c'est pas intéressant ça? Non, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant. Suspended, je vais pas y arriver. Et ça marche à la maison, évidemment. Jour J, ça marche pas, quoi. Dieu de la démo. Allez, on va y arriver. Je vous promets qu'on va y arriver. Ça a marché dans le train tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a un cliché sympa. En fait, les DMV ne sont pas transactionnels, ce qui fait que vous pouvez lire des trucs complètement incohérents. Là, a priori, ce n'est pas incohérent. Qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on peut... Alors, deux choses. La partie du haut, ici, c'est sysdmos waiting tasks. C'est les tâches en attente, avec notre fameux resource description ici. Okay. La partie du bas, c'est sysdmos tasks. Pour un session ID qui est 54, qui est celui de mon SQL Query Stress, je vais regarder tous les worker threads. Et je vais faire la distinction entre le parent, le père, le 0, et tous ses enfants. Hein, on a dit que le nombre de threads en parallèle, c'était 8, plus 1 qui est celui qui supporte l'exécution de la partie série. Et j'ai les états, ce qui est aussi intéressant. Et ce que je vois, c'est que notre thread 0 ici, execution context 0, il accumule du temps. Et il ne fait rien d'autre, il ne bosse pas. Il demande à l'opérateur en dessous, envoie-moi la première ligne. Et puis en attendant, j'attends sur CXPacket, eWaitPortOpen. On voit ici, eWaitPortOpen. Ensuite, j'ai un deuxième phénomène, j'ai un execution context 3 qui lui attend sur eWaitPipeGetRow. Donc je sais que ce 3-là, c'est un consommateur de ligne. Il attend que le producteur lui envoie les paquets. Et il attend sur quel producteur? 5, 6, 7, 8. OK? Et chose intéressante, parmi ces producteurs, j'ai le 6 qui lui-même attend sur le 4. Vous voyez? Tac, dépendance. Et le 4, qu'est-ce qu'il fait? Donc eWaitPipeNewRow, producteur. Le 4, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, pardon. Il ne fait rien. Il y a 3 états possibles pour un worker thread. Running, ça bosse. Suspended, j'attends la libération d'une ressource. Runnable, j'attends rien de particulier, j'attends juste de pouvoir m'exécuter. Je suis dans une espèce de file d'attente juste avant la partie CPU. Ça veut dire que j'ai 4 CPU sur ma machine, j'ai 8 worker threads.
potentiellement, tout le monde ne peut pas s'exécuter en même temps. Donc, il y a forcément une file d'attente quelque part qui se crée et qui fait que mon numéro 4, là, ben, il ne peut pas s'exécuter, donc il ne peut pas répondre à mon producteur de ligne numéro 7, qui lui-même ne peut pas répondre au producteur de ligne numéro 3, etc. Et comme ça, vous arrivez à faire votre chaînage, votre graphe de dépendance entre les différents workers threads. OK? Alors, je reviens là-dessus. Alors, il est là. Tac. Alors, vous avez des attentes sur CXPacket. Qui n'a pas d'attente sur CXPacket? Tout le monde. Okay. Ça veut dire quoi, CXPacket? Ça veut juste dire que vous avez des plans parallèles. Okay. On voit régulièrement, ça va être l'objet de la session suivante, donc je ne vais pas m'étendre dessus, sur les forums, beaucoup de recommandations. C'est facile, tu ne veux pas avoir de CXPacket, tu mets maxdop à 1 au niveau de l'instance. Effectivement, ça marche. On ne voit plus de CXPacket, puisqu'on n'a plus de plan parallélisé. Okay, donc ça marche. Est-ce que vous avez éliminé votre problème pour autant? Typiquement, quand je vois ce genre de ventilation d'attente, CXPacket 43%, ok, c'est le plus haut, mais PageIO Latch, SH et X cumulés qui font plus, 49, CXPacket, je ne regarde même pas. Il y a des plans parallèles, ok. Le vrai problème, là, c'est les disques. Hein. Et ces problèmes disques, ils ont en plus un impact sur le parallélisme, parce que ça veut dire que, comme les lignes ne remontent pas assez vite, eh ben, nos producteurs de lignes attendent les lignes de la part des instances de cluster index scan, ils ne peuvent pas les pousser aux consommateurs qui eux-mêmes attendent, etc. Et tout le monde attend sur CXPacket, au final, le vrai problème, c'était les disques. Alors, je dis souvent, CXPacket, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut vraiment se méfier de cette partie-là. Tant qu'il n'y a pas 80-85% de CXPacket, globalement. Et il sera souvent beaucoup plus intéressant d'augmenter le seuil. On a vu qu'il y a des requêtes qui sont idéales pour s'exécuter en parallélisme, et puis d'autres qui ne le sont pas. Il vaut mieux, à mon sens, jouer avec le seuil, remonter le seuil, pour permettre aux requêtes qui bénéficieraient du parallélisme d'en bénéficier, et celles qui n'en bénéficieraient pas, de s'exécuter sur un seul thread. C'est beaucoup mieux que de dire maxdop 1, et puis tout le monde roule sur la même ligne. D'accord ? Si vraiment il faut fixer une valeur à maxdop, vous avez un KB Microsoft qui vous fait une recommandation, le nombre de CPU par nœud NUMA, si vous avez machine NUMA, 8, maximum 8. Si vous avez moins de 8 CPU, ben vous mettez, je ne sais pas, essayez 2, si vous avez 4 CPU par exemple, et vous voyez ce que ça donne. Mais il vaut mieux changer le seuil que de changer maxdop. Alors rapidos, parce qu'on a déjà fini. Sur les jointures, je vais rapidement parler des jointures, vous allez voir, c'est super simple. 3 types de jointures, merge, hash, nested loops. Merge, join, le truc à se rappeler, c'est qu'une jointure merge, ça nécessite que les deux entrées soient triées de la même façon. Ça veut dire que notre repartition ici, il faudra qu'il ait la propriété merging exchange, qui conserve un ordre. Pas forcément les deux, hein, mais au moins l'un des deux devra conserver l'ordre des lignes. Et on a dit que ça, c'était pas bon parce que ça crée de la dépendance entre threads. Donc, se méfier des jointures merge-join en parallèle. Une caractéristique aussi, c'est que le mode de routage sera toujours hash. Pourquoi? Parce que ça garantit que deux lignes qui vont joindre vont finir sur la même instance de merge-join. Imaginez que le repartition du haut calcule une clé de hachage pour 5, ça atterrit sur l'instance merge-join du haut. Et le deuxième calcule la même clé de hachage et ça atterrit sur l'instance merge-join du bas. Ça ne va jamais joindre. Donc le hash garantit que les lignes qui vont joindre atterrissent vraiment toujours sur la même instance de jointure. Le hash match sera beaucoup plus fréquemment rencontré. Juste un petit truc à savoir au niveau du hash match. Si vous avez un build, une partie build, donc c'est la partie du haut qui va servir à créer la table de hachage, qui fait moins de 100 lignes, le routage sera de type broadcast. Parce que c'est beaucoup moins cher de balancer 100 lignes à tout le monde, maximum, que de calculer une clé de hachage. D'accord, le coût, ça ne vaut pas le coup de calculer une clé de hachage pour si peu de lignes. Donc vous verrez un routage broadcast. Et le 100, c'est un truc hard-codé a priori. Vous faites 101, ça ne marche plus. Et si vous avez plus de 100 lignes, ça sera un routage hash comme les merge join. Nested loop, c'est vachement intéressant en exécution parallèle. Pourquoi? Parce que la branche intérieure, donc c'est la partie du bas d'une jointure nested loops, est exécutée séquentiellement. Dans ce plan, il y a un truc qui doit vous choquer. Vous devez vous dire, mais il raconte n'importe quoi depuis le début. C'est quoi qui vous choque? Sur quoi? Non. Enfin, il y a un petit logo parallèle qui me choque, mais ce n'est pas sur toute la branche, c'est sur un opérateur en particulier. Top, ouais. J'ai dit top, c'est un inhibiteur partiel. Il est parallélisé là ou quoi? Ben, c'est parce qu'en fait, la caractéristique d'une jointure nested loop, c'est qu'elle s'exécute, la partie intérieure s'exécute séquentiellement par worker thread. C'est un peu subtil à comprendre. Imaginons qu'on a un degré de parallélisme de 8. Et on s'intéresse qu'au boulot d'un seul worker thread, pas les 8, juste un.
Et ce que va faire ce worker thread, c'est qu'il va lire la première ligne de notre cluster index scan et il va chercher les correspondances dans la partie intérieure. Okay, il va chercher les lignes qui joignent, il a trouvé des lignes, okay, il remonte, il lit la deuxième ligne, etc. Imaginez-vous, c'est comme si vous étiez de manière isolée, du point de vue d'un worker thread, dans une jointure nested loop séquentielle. Et chaque worker thread voit ça comme si c'était une jointure séquentielle, une espèce de compartimentage finalement de l'exécution. Et ça explique pourquoi il n'y a aucun opérateur exchange dans ce plan. Rien du tout, parce qu'on n'a pas besoin d'échanger des lignes, finalement, parce qu'on sait que la branche intérieure, elle s'exécute séquentiellement par worker thread. Okay, et comme il n'y a pas d'opérateur exchange, ben en plus, j'ai moins de query memory grant. Okay, et c'est aussi ce qui explique la présence d'opérateurs inhibants sur la branche intérieure. C'est pour ça qu'on voit un top paralysé. C'est parce qu'en fait, du point de vue du top, lui, il a l'impression de s'exécuter séquentiellement, donc il a le droit. Okay. Et les 7 autres threads, eh ben, ils font la même chose, mais chacun dans sa voie. Alors, il y a quand même... En fait, ça peut être vachement intéressant dans une optimisation, un nested loops parallèle, mais souvent, on sera obligé de bricoler des requêtes invraisemblables pour arriver à forcer l'optimiseur à utiliser un nested loops, parce que lui, il n'aime pas. Il n'aime pas. Les requêtes qui sont parallélisées, on dit, c'est un problème de coût. Elles coûtent cher, et on sait que les jointures nested loops sur les requêtes qui ont des coûts, eh ben, l'optimiseur, il ne va pas avoir tendance à les utiliser, parce que c'est coûteux, une jointure nested loops. Le coût, c'est le produit des deux parties. Donc, il est biaisé un petit peu sur sa décision, qui va avoir tendance à surcoter les nested loops et pas les utiliser. Autre problème, comme je n'ai pas d'opérateur repartition, j'ai aucun moyen de corriger mes différences de nombre de lignes qui arrivent. Donc potentiellement, je peux avoir un problème au niveau de mes nombres de lignes. Je peux avoir un seul thread qui bosse, par exemple, comme on va voir tout à l'heure. Démo. Waouh, 5 minutes. Il faut tenir, il faut tenir. Normalement, je ne dois pas dépasser de plus d'un quart d'heure. Alors, première jointure. Rien de particulier, c'est toujours notre même requête, c'est notre jointure hash. Okay. Là, on sait que le mode de routage, c'est du hash. Il est là, ok. Rien de particulier à dire là-dessus. Si peut-être le temps d'exécution, 1 seconde 3, bon, comme tout à l'heure. Mais moi, je voudrais bien que l'optimiseur il utilise un nested loops, parce que le gars à la conférence, il a dit que nested loops, c'est bien, ça peut être bien. Et je sais que l'optimiseur, il va avoir tendance à utiliser du nested loops avec de l'apply. Okay, cross apply, outer apply. Donc, je vais bricoler ma requête. Plutôt que de faire un product ID count du nombre d'occurrences, je vais récupérer product ID. Et ici, je vais concaténer à chaque product ID le résultat de mon cross apply. Vous savez, cross apply, c'est vous concaténez le résultat par rapport à une ligne sur une jointure corrélée. Là. Ma jointure, elle est corrélée sur product ID ici. Ma sous-requête, elle est corrélée. Okay, ça revient au même, ce truc-là. Et j'espère qu'avec un truc comme ça, il va me générer un plan avec une nested loops. Alors, 1 seconde 2, ouais, je n'ai pas gagné grand-chose, et au final, c'est un merge join. Je suis déçu. Okay, j'en profite de tenir un merge join pour vérifier ce que m'a dit le gars à la conférence. Et oui, j'ai bien un des deux opérateurs repartition qui est un merging exchange ici. Donc potentiellement, ça peut être un problème. Heureusement pour moi, ici, le nombre de lignes en entrée, tac, 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 est pas trop moche au niveau de la répartition. Il y en a un qui a un petit peu moins bossé que les autres, mais globalement, ça s'est relativement bien réparti. Okay. Je suis déçu, j'ai toujours pas de nested loops. Bon. Je suis têtu quand même. Donc, je vais dire, OK, je vais utiliser un opérateur inhibant, faire un top 1, qui revient au même, finalement, pour forcer la partie intérieure de ma requête, qui représente le cross-apply, à s'exécuter séquentiellement. Et le gars à la conférence, il m'a dit que la branche intérieure, elle s'exécute séquentiellement. Donc, je vais essayer ça. J'exécute ça. Wow, ça va beaucoup plus vite. 600 millisecondes par rapport à 1 seconde 3. La moitié du temps. Et quel plan il m'a généré? Il m'a généré un plan séquentiel. Donc, je suis un peu déçu. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi il a généré un plan séquentiel? Et je vais vous répondre, j'en sais rien. J'ai cherché pourquoi. Ce n'est pas à cause du top. Mon intuition me dit que c'est que si on fait la somme de tous les coûts CPU, vous voyez, ce qui coûte vraiment cher dans cette requête, c'est les IO, ce n'est pas les CPU. Ce n'est pas tellement surprenant là, dans la mesure où on est sur la branche intérieure d'une requête. Et donc, vous voyez, le coût CPU n'est pas super élevé. Par contre, le coût IO est
élevé. Vous m'entendez toujours? Oui. Des fois, j'ai l'impression que ça coupe. Donc, comme je suis super têtu, je sais qu'il y a un trace flag pour tout et n'importe quoi dans les serveurs. J'utilise mon trace flag pour le parallélisme. Et là, j'ai une super nested loops parallèle qui va encore plus vite. C'est chouette. D'accord? Et je vois mon opérateur top parallélisé là. Et ici, si on regarde d'ailleurs, on voit que mon coût CPU, théoriquement, n'a pas changé. Ici. C'est le même que quand c'était séquentialisé tout à l'heure. Okay. Ce qui prouve bien que la partie intérieure d'une requête nested loop s'exécute bien en séquentiellement. Voilà. Je finis rapidement sur les deux derniers slides, sur deux petits opérateurs qu'on rencontre fréquemment au niveau des plans parallèles. Premier, c'est ce qu'on appelle partial aggregate. Là, c'est celui qui se trouve là. Vous voyez, hmatch partial aggregate qui fait 46,1% du coût total. L'idée de cet opérateur-là, c'est de limiter le nombre de lignes en entrée dans un repartition. Vous voyez, s'il n'y avait pas ce partial aggregate, il y aurait 4 millions de lignes en entrée dans repartition. Ça fait beaucoup de lignes à échanger entre threads. Ça fait beaucoup de boulot. Donc l'idée, c'est de créer une espèce d'optimisation qui va pré-grouper mes lignes. Donc mes 4 millions de lignes deviennent 50 400 groupes pré-groupés. Et du coup, j'ai plus que 50 400 lignes qui rentrent dans repartition, ce qui est beaucoup moins coûteux que d'en faire rentrer 4 millions. Et associé à ce partial aggregate, j'ai toujours un deuxième aggregate qui est là et qui finit le boulot, qui finit de faire les groupes et qui envoie ça à la partie au-dessus. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur partial aggregate. Bitmap aussi, c'est intéressant. Et je finirai là-dessus. Bitmap, c'est un opérateur qu'on voit ici, là, que vous verrez sur la branche de build d'une jointure H. Et l'idée, c'est de créer un filtre. Donc ce bitmap, quand il s'active, il voit remonter toutes les lignes de la branche de build et il va mémoriser toutes les colonnes qu'il voit passer, toutes les valeurs de colonnes qu'il voit passer. Et une fois que cette partie build est terminée, il va aller du côté du cluster index scan pour appliquer le filtre. Et ce qui fait que seules les lignes qui vont remonter sont celles qui correspondent aux lignes qui sont dans le filtre. Donc c'est une espèce de manière de pré-filtrer les lignes qui vont remonter avant même qu'elles remontent au niveau du moteur relationnel. Donc le filtrage, il est appliqué vraiment côté stockage. Je commence à lire des pages dans le buffer pool et là j'applique mon bitmap filter. Et hop, et c'est seulement au niveau du cluster index scan qu'on se rend compte qu'on a beaucoup moins de lignes au final. Hein, si je ajoute ça, tac, on voit. Il avait estimé 277 000 lignes, au final il n'y en a qu'un peu moins de 9 000 qui ressortent. Parce que le filtre est appliqué avant l'opérateur relationnel, côté moteur de stockage. Et c'est un truc qui est souvent d'ailleurs perturbant, parce qu'on sait, dans une jointure comme ça, par exemple, tac, donc l'opérateur de bitmap ici, et le table scan ici, si je vais sur les propriétés du table scan, je vois ici, prop bitmap. Et je vois un autre truc intéressant qui est ici, inrow là. Inrow, c'est une propriété du bitmap, il a plusieurs méthodes d'application, mais inrow, c'est la méthode qui va aller pousser le plus loin possible du moteur de stockage. Donc dès que les pages vont remonter du buffer pool, tac, j'applique le bitmap filter. Et c'est ce qui fait aussi qu'au niveau des statistiques, vous imaginez, 5 millions de lignes, j'aurais dû remonter. Dans les faits, j'en ai remonté 244. J'ai vachement optimisé la partie probe. La branche de probe, elle est plus petite que la branche de build, ce qui arrive quasiment jamais dans une jointure H. Et souvent, ça, c'est source de confusion parce qu'on sait que quand on compare le nombre de lignes actuelles en sortie d'un opérateur par rapport au nombre de lignes estimées, on se dit « Ah, il y a un problème d'estimation des cardinalités là. Il y a peut-être un problème de stat, etc. » Alors qu'en fait, on est juste dans un plan parallèle et c'est le bitmap qui fait ça. Donc, quand vous voyez des écarts de cardinalité dans un plan parallèle et que vous êtes sur la branche du bas d'une jointure H, regardez s'il n'y a pas un bitmap sur la branche du dessus. S'il y a un bitmap, il y a 99% de chances que ce soit à cause du bitmap que vous avez cet écart. Et donc, ce n'est pas un problème. OK? Eh bien, c'est pas si mal, hein? Alors, on reprend le diaporama. Voilà. Quelques lectures pour l'hiver. Notamment, je vous ai mis ici un article qui a fait date dans un peu la prise de conscience du parallélisme. C'est un article qui est écrit par Herb Sutter, qui est une sommité dans le monde du développement C++ et qui a été écrit en 2005, dans lequel il explique, bon, je ne vous l'ai pas montré en début de session, mais qu'en gros, la courbe de croissance de puissance de calcul des CPU s'effondre à partir de 2003 et que le vide technologique est comblé par
la mise à disposition de ressources parallèles et que tout le monde va devoir se retrousser les manches, puisque la plupart des applications à l'époque utilisent le gain à chaque nouvelle génération de processeurs pour dire on gagne des perfs. On ne fait rien, on a juste à attendre que le Pentium 3 sorte et que le Pentium 4 sorte et puis on a gagné des perfs. Et à partir de 2003, ça c'est plus vrai, on est obligé réellement de travailler pour utiliser cette nouvelle orientation technologique. C'est un article que je vous conseille qui est super intéressant. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine plein. Oui. Ouais, il y a un KB donc, dans un slide là qui vous dit en fait si vous êtes sur une machine NUMA, vous mettez le nombre maximum de CPU par nœud NUMA. Donc si vous avez des machines NUMA à 8 CPU par nœud, vous mettez 8. Si c'est 4, vous mettez 4. Si c'est 16, vaut mieux mettre 8. C'est pas très logique. Non, en gros, ils disent voilà, nombre de CPU par nœud NUMA. Une des bonnes pratiques, c'est 8, mais en fait, il n'y a pas de vraie bonne réponse. Il y a rarement des chiffres magiques comme ça. C'est ce que va dire Benjamin justement dans sa presse après, c'est que la bonne réponse à toutes ces questions, c'est ça dépend. Il faut vraiment tester vos plans. Mais ouais. Si vous avez 160 CPU, laissez-le pas à 0. Parce que là, c'est sûr, vous allez avoir du CX packet à plus de 90%. Parce qu'on l'a vu, hein, ce degré de parallélisme, il s'applique à chaque opérateur exchange dans un plan. Donc 160 de degrés de parallélisme dans un plan, vous allez épuiser votre quota de worker thread au niveau de l'instance et vous ne pourrez même pas exécuter une seule requête en fait. Donc voilà, moi je mettrais avec une limite de 8. Et si on a par exemple 4 CPU par nœud NUMA, 4. Pour être sûr qu'un plan il reste local au nœud NUMA et il n'aille pas se balader sur un nœud NUMA extérieur, quoi. Donc 8, gardez le chiffre. S'il y avait un chiffre magique, ça serait ça. 8 pour MaxDop. Ouais. Mais moi, je suis plus partisan de remonter le coût, cost threshold, pour que les petites requêtes qui passent sous le radar, elles s'exécutent sur un thread, et les grosses qui bénéficieraient vraiment du parallélisme, elles puissent en bénéficier. Alors, c'était écrit dans le slide, je ne l'ai pas dit, mais aussi, il est généralement accepté que le parallélisme, il s'adapte bien aux environnements décisionnels, parce que c'est là qu'on va faire justement des requêtes CPU bound, des tris, des agrégats. Et on a aussi moins de concurrence d'accès, alors que sur un environnement transactionnel, on a plus de concurrence d'accès et on a des requêtes avec des petits coûts, mais qui peuvent dépasser 5 potentiellement et du coup, qui parallélisent. Et là, ça peut être perturbant pour la concurrence d'accès. Donc voilà, plutôt décisionnel et réduire le MaxDop pour le transactionnel. Et plutôt augmenter le coût, la valeur du coût. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, c'était clair? J'ai un peu dépassé, je suis désolé. Mais bon. Il y avait beaucoup de choses à dire. Oui? C'est une autre question, ça. C'est une autre problématique. À mon sens, plutôt que de créer, par exemple, un axe pour mettre les données avec 10 disques, un axe pour mettre les index avec 10 disques et un axe pour mettre TempDB avec 10 disques, je préfère me dire, je vais créer une grosse LUN, je vais mettre 30 disques et je vais tout mettre dedans. Parce que c'est beaucoup plus facile de lisser la perf de cette manière-là plutôt que de compartimenter. Si la partie TempDB, elle n'a pas besoin de 10 disques, mais la partie index, elle aurait eu besoin, c'est dommage. On a gaspillé du disque pour TempDB, on n'en a pas assez pour la partie index. C'est un autre sujet à la limite, mais moi je pense qu'il vaut mieux avoir ce raisonnement-là au niveau matériel, disque vraiment. Je reste sur ma réponse qui est ça ne me gêne pas d'avoir un gros fichier de base de données dans la mesure où il est lui-même étalé, éclaté sur beaucoup de disques différents. Après, il y a un cas où effectivement ça peut être problématique, c'est le cas super connu de TempDB, là, parce que dans chaque fichier de données, vous avez qu'un certain nombre de pages qui sont dédiées à l'allocation, et que si vous créez beaucoup de tables et que vous les supprimez, ce qui est typiquement le cas dans TempDB, parce qu'on crée beaucoup de tables temporaires, elles sont supprimées à la fin d'une session volontairement,
ben, on va créer un hotspot sur ces pages d'allocation. C'est pour ça qu'on multiplie le nombre de fichiers, en fait, pour démultiplier les endroits où je peux trouver des pages d'allocation. Et alors, il se trouve qu'il y a une équipe chez Microsoft qui s'appelle SQL Customer Advisory et qui, en gros, sort les préconisations, mais pour les systèmes monstrueux, faramineux. Et dans leurs préconisations, ils préconisent aussi de mettre un fichier par CPU, même pour les bases utilisateurs, pour préparer au cas où on ait besoin de créer beaucoup d'objets. Ça permet dès le départ de garantir. Donc ce principe qu'on utilise pour TempDB, eux, sur les systèmes vraiment, vraiment énormes, ils préconisent aussi de le faire pour les bases utilisateurs. Voilà. Je vous remercie de votre présence et puis à bientôt.